Et nous retrouvons notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Boker Tov, Daniel. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Nous allons, Daniel, ouvrir ce journal de la semaine israélienne par l'annonce de la mort d'un soldat israélien au sud Liban. Oui, effectivement, il s'agit du sergent Moshe Yitzhak Cohen Katz, 22 ans, combattant du bataillon 990 de la brigade des parachutistes de l'armée israélienne. Il a été tué dans la nuit de vendredi à samedi par un tir de missile du Hezbollah. 3 autres soldats ont été blessés lors de cet accrochage. Le sergent Cohen Katz était un Olé Hadash, nouvel immigrant originaire d'une famille Chabad Lubavitch de New Haven dans le Connecticut. Il avait décidé de faire son alia et de servir dans une unité de combattants de Tzahal. Sa famille était justement en Israël au début de la guerre. Elle était rentrée dans le Connecticut il y a quelques semaines et elle est actuellement en route malheureusement vers Israël. Le sergent Katz est le 3e soldat tombé au sud Liban en 3 jours. L'armée israélienne a riposté massivement à ce tir en direction des forces israéliennes. Oui, Tzahal a en effet bombardé des dizaines de positions du Hezbollah au nord du Litani. Il faut préciser qu'au cours des dernières 48 heures, près d'une dizaine de soldats et d'officiers de l'armée israélienne ont plus ou moins été sérieusement blessés au cours de plusieurs accrochages et de tirs de missiles. L'un des officiers blessés est un lieutenant-colonel de l'unité d'élite du génie militaire Yahalom. Il faut souligner que le Hezbollah continue à tirer durant la nuit dernière en direction des localités du nord d'Israël sans faire fort heureusement de blessés. Sur le front iranien, les avions de chasse de l'armée israélienne poursuivent leur raid incessant contre des positions du régime iranien. Oui, en Iran, on fait état d'explosions à Ispahan, Karaj et Shiraz. Tzahal a effectué 3 vagues d'attaques aériennes contre des cibles en Iran en moins de 24 heures. Il s'agissait d'infrastructures du pouvoir iranien et l'une des cibles était l'université scientifique de Téhéran. Les gardiens de la révolution ont menacé de frapper en représailles des universités israéliennes ou des universités américaines au Moyen-Orient. Les Iraniens ont tiré par 2 fois des missiles en direction du sud du pays durant la nuit sans faire de blessés ni de dégâts. Les missiles ont été interceptés par les systèmes de défense israéliens. Puis le Pentagone se prépare à plusieurs semaines d'opérations militaires terrestres en Iran. Oui, et ce même si le président Donald Trump n'a pas encore donné son feu vert à ces opérations. Plusieurs milliers de Marines américains sont arrivés durant le week-end au Moyen-Orient. Ils pourraient être très rapidement opérationnels et à l'occasion du premier mois de guerre, le Pentagone a révélé que 13 soldats américains avaient été tués dans les combats contre l'Iran, 6 dans le crash d'un avion américain en Irak, 6 lors d'une attaque de drone contre une base américaine au Koweït et 1 lors d'une attaque contre la base de l'armée de l'air américaine en Arabie Saoudite. 300 soldats américains ont été également blessés durant cette période. Il faut également souligner que les Houthis sont entrés eux aussi en guerre durant le week-end. Oui, les Houthis ont tiré hier un missile et un drone en direction du territoire israélien. Le missile a déclenché l'alerte dans la région d'Eilat et dans le Negev. Il a été intercepté par les systèmes de défense, tout comme le drone tiré quelques heures plus tard sans faire de blessés ni de dégâts. À la sortie du Shabbat, le porte-parole de Tzahal a fait un point sur la situation dans les différents fronts. Oui, le général Efid Efrin a expliqué que la majeure partie des capacités de la production militaire iranienne sera détruite d'ici quelques jours. Il a annoncé qu'il faudra beaucoup de temps à l'Iran pour reconstruire ses capacités. Selon le général d'Efrin, 2 installations majeures du programme nucléaire iranien ont été détruites hier. Et puis sur le front libanais, le général Efrin a reconnu une intensification des combats au sud Liban. Selon lui, plus de 850 terroristes du Hezbollah ont été neutralisés par Tzahal depuis le début de la guerre, parmi eux de nombreux terroristes de l'unité d'élite des forces Radwan. Et puis pour la première fois, plusieurs manifestations ont été organisées hier en Israël contre la guerre. Oui, plusieurs centaines de personnes, essentiellement de l'extrême gauche israélienne, se sont rassemblées hier soir sur la place Habima pour protester contre la poursuite de la guerre. Certains ont scandé des slogans contre, je cite, le tyran et son gouvernement. Et non, il ne s'agissait pas du tyran iranien, mais bien de Binyamin Netanyahou. Mais la manifestation a tourné court avec l'intervention de la police qui a très rapidement dispersé les manifestants. Et dans la bande de Gaza, au moins 6 Palestiniens ont été tués lors d'une attaque de Tzahal. Oui, il s'agit en fait de 2 attaques contre 2 postes de passage à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Les forces de Tzahal ont apparemment repéré des terroristes et les ont éliminés, mais selon les Palestiniens, 3 des tués étaient également des civils gazaouis.
Et pour terminer ce journal, un terrible accident à Val Thorens qui a coûté la vie à une jeune Israélienne, Daniel. Oui, elle s'appelait Tamar Aberfeld, elle était originaire de Haïfa, elle n'avait que 12 ans. Elle a été tuée vendredi soir au cours d'un accident de la route. Le minibus dans lequel elle avait pris place avec d'autres touristes israéliens a dérapé dans la célèbre station de ski. Sa sœur jumelle, la sœur jumelle de Tamar, Hadas, a également été blessée, elle. Tamar et Hadas célébraient à cette occasion leur bar mitzvah avec leur père et avec d'autres membres de leur famille et des amis. Les services consulaires israéliens ont fourni à la famille l'aide nécessaire. Une page météo pour compléter ce premier journal. Le temps sera partiellement nuageux à couvert avec des pluies éparses à travers tout le pays. Les températures 15 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et Ashdod, 20 à Haïfa et à Netanya et 23 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Guy Millière. Guy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous habitez à Las Vegas depuis plusieurs années. Vous analysez, on peut dire, avec assez de clairvoyance, l'attitude du président américain qui n'est pas facile à décrypter, il faut bien l'avouer. Ici, parfois, on est un peu dérouté par les positions de Donald Trump. Je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre qui se cache derrière l'attitude actuelle du président américain. On va poser la question clairement, est-ce qu'à votre avis, le président américain s'est engagé de manière irréversible sur la voie d'une négociation qui pourrait aboutir à un accord? Est-ce qu'il est prêt à arrêter la guerre de manière unilatérale? Ou alors, au contraire, on va dire l'arrivée de plusieurs milliers de Marines américains dans le golfe Persique laisse présager d'une offensive militaire américaine? Je pense que beaucoup de choses qui sont dites à ce sujet relèvent de l'intoxication, voire de la désinformation. Donald Trump n'arrêtera pas la guerre avant que le régime iranien soit vaincu et défait. Il n'entend pas arrêter la guerre de quelque façon que ce soit. Et ceci pour une raison très très simple, et il l'a dit plusieurs fois dans ses messages, le régime iranien est un régime absolument irréformable, c'est un régime répugnant, c'est un régime criminel et c'est un régime qui doit disparaître. Ces propositions de négociation et le fait de dire qu'il discute avec des gens du régime, c'est une manière de semer la confusion au sein du régime. Actuellement, je pense que beaucoup de gens au sein de ce qui reste du régime iranien, et le régime iranien est beaucoup plus touché qu'on a tendance à le dire, je pense que le fait de dire cela, ça sème effectivement la confusion à l'intérieur du régime, et je pense que c'est très bien de semer la confusion. Cette confusion lui permet de diviser ce qui reste du régime, mais ça lui permet de préparer les opérations militaires ultérieures, et les propositions qu'il a pu faire en matière de négociation sont des propositions qui relèvent de la capitulation. Il demande la capitulation du régime. Si l'on regarde ces propositions en détail, on voit que les 15 propositions qui ont été énoncées consistent à demander au régime à renoncer totalement et de manière vérifiable à ses activités nucléaires, à se débarrasser des 450 kilos d'uranium enrichi à 60%. Elle consiste aussi à demander au régime de quasiment renoncer à son programme de missiles et de renoncer à financer les organisations terroristes qu'il finance encore, Hezbollah, Hamas, milices houthis. Donc c'est une capitulation que demande Donald Trump, et cette capitulation est tout à fait légitime. Ce qui est regrettable, c'est que ce ne soit pas dit dans le contexte français, et que dans le contexte français, on ne rappelle pas que c'est un régime abominable et que ce régime est un régime criminel à but génocidaire. Alors on va revenir Guy sur la France et sur l'Europe, l'attitude de la France et de l'Europe, mais avant cela je voudrais essayer de comprendre encore, vous nous l'avez bien expliqué, il se dirige vers une offensive militaire. Le fait par exemple qu'il ait modifié les négociateurs, que ce n'est plus le tandem Witkoff-Kushner, mais plutôt J.D. Vance qui a été projeté à la tête des négociations. Nous, vu d'ici, on pensait, certains analystes disaient, c'est la preuve que J.D. Vance, c'est quand même l'isolationnisme, c'est la preuve que Trump a changé, si je peux dire, son fusil d'épaule et a choisi d'aller vers une fin de la guerre.
Mais je dirais que ce qu'on a tendance à dire dans le contexte francophone me semble très largement erroné. Je dirais que ça ressemble à ce que l'on trouve aux États-Unis sur les chaînes de gauche comme CNN, mais ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on dit sur les chaînes conservatrices et qui soutiennent Donald Trump. Sur ces chaînes, on dit ce que je viens de dire, et je dirais que fondamentalement, l'essentiel des gens qui parlent aux États-Unis dans le camp Donald Trump disent qu'il n'y a pas vraiment de négociation. D'ailleurs, les Iraniens nient l'existence de négociations, et je dirais que je ne vois pas ce qu'il y aurait à négocier de toute façon. Le régime campe sur ses positions, c'est un régime fanatique, il n'y a rien à en attendre. Le régime est un régime de menteurs. Je dirais que toute négociation avec ce régime serait totalement inutile. La seule possibilité d'agir face à son régime, c'est de lui demander la capitulation, et s'il ne capitule pas, de l'écraser. Je dirais que ce régime ne doit pas survivre, et je dirais que l'essentiel des dirigeants américains du côté de Trump comprennent que ce régime ne doit pas survivre. D'ailleurs, il y a quelque temps, Donald Trump a dit on ne mène pas les opérations qu'on mène en ce moment pour les recommencer dans quelques années. Oui. Il est évident que si le régime avait le moindre répit, il essaierait de reprendre ses obsessions, destruction d'Israël, annihilation du petit Satan, annihilation, si possible, du grand Satan. Le programme nucléaire reprendrait tôt ou tard, et le programme de missiles reprendrait aussi. Alors, est-ce que vous pensez, vous avez le sentiment que la politique que mène actuellement le président américain, elle est suivie massivement dans le camp républicain et peut-être aussi un peu du côté des démocrates, ou alors même dans le camp des républicains, il y a des critiques? Non, il y a des critiques très très marginales dans le camp républicain. Il s'est dessiné ces derniers temps dans le camp républicain un courant isolationniste et antisémite qui est incarné très largement par Tucker Carlson, qui était un présentateur conservateur et qui a basculé dans la direction de l'antisémitisme, de l'éloge de l'islam, et qui dit des ignominies sur Israël constamment. Mais Tucker Carlson, bien qu'il ait une audience, parce qu'il était longtemps sur Fox News, est très marginalisé. Les derniers sondages qui ont été faits aux États-Unis montrent que ceux qui font partie de ce que l'on appelle le camp MAGA sont à 100% derrière Donald Trump. Du côté des républicains, en général, on dépasse les 80%. Du côté des démocrates, c'est très très différent. Le Parti démocrate, et il importe de bien le comprendre, n'est plus le même parti qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est devenu un parti d'extrême gauche, et ce parti, hélas, glisse vers l'antisémitisme et est prêt à tout pour faire échouer Donald Trump. Alors, on va parler maintenant de l'Europe et en particulier de la France. On voit que les Français, les Européens sont passifs face à ces développements sur le terrain dans le Golfe Persique. La France, quel aurait été le rôle que la France aurait pu jouer? Est-ce que par exemple, elle aurait pu, par exemple, depuis le 7 octobre 2023, renforcer par exemple l'armée libanaise, peut-être pour lui donner la capacité de lutter contre le Hezbollah? Elle aurait pu être plus active au Liban qu'elle ne l'a été à travers des paroles. Quel est à votre avis, comment vous expliquez actuellement, aujourd'hui, la passivité de la France et de l'Europe dans ce conflit? Je vois dans cette passivité beaucoup de lâcheté et un manque d'éthique quand on a affaire à un régime aussi abject que le régime iranien. La position qu'on doit prendre doit être fondamentalement une position éthique, même si la France n'avait pas mené la moindre action, même si elle n'avait pas décidé de renforcer par exemple l'armée libanaise. Comme vous venez de le dire, la France aurait au moins pu prendre une position digne. Le discours que j'entends très largement en France, c'est un discours disant « cette guerre n'est pas la nôtre ». Si cette guerre est celle de tout le monde démocratique, puisqu'on a affaire à un régime qui est une menace pour l'ensemble du monde démocratique. Et refuser de prendre position, c'est déjà prendre position, et dire que cette guerre n'est pas la nôtre est une attitude de lâcheté, et d'ailleurs Donald Trump la prend pour une attitude de lâcheté, et il a dit qu'il y aurait sans doute des conséquences pour les pays d'Europe qui sont sur cette position. Et vous, Guy, vu des États-Unis, vous avez ce sentiment que l'Europe est totalement démobilisée, qu'elle est incapable de mener un combat quelconque face au mal, on va dire, avec un grand M?
Ben, je dirais que c'est l'impression que j'ai. Je dois dire que lorsque je regarde les chaînes de télévision françaises, lorsque j'entends parler les hommes politiques françaises, j'entends essentiellement le discours que je viens d'énoncer. Et ce discours me paraît absolument lamentable. C'est un discours qui me paraît aveugle et porteur d'aveuglement. Quand on a affaire à quelque chose qui oppose deux démocraties, Israël et les États-Unis, pour des raisons tout à fait légitimes, à un régime absolument abominable, totalitaire, à but génocidaire, et quand on sait que ce régime essayait de se doter de l'arme atomique qui lui permettrait de se sanctuariser et donc de financer encore davantage le terrorisme islamique, le régime iranien est le principal financier du terrorisme islamique mondial, quand on prend cette attitude, c'est une attitude que je trouve lamentable. Je dirais que la France a eu dans son passé des épisodes tristes à l'époque ou lamentables à l'époque du maréchal Pétain, et je dirais Ouais. que la façon dont la France se comporte actuellement m'y fait penser. Une dernière question, il nous reste une minute véritablement. On va dire l'association, la coopération, la collaboration entre Israël et les États-Unis actuelle sur le plan militaire, elle vous impressionne? Comment on voit dans des milieux républicains aujourd'hui cette alliance entre les deux pays? On la voit comme une alliance absolument remarquable. Je dirais que pour avoir mené toutes les opérations qui ont été menées depuis le début, il importe d'avoir une coordination, une synergie qui sont absolument extraordinaires. Je pense que cela continuera. Je pense que tous les discours défaitistes sont des discours complètement erronés. Je dirais que si l'on regarde les choses en face, l'Iran a subi énormément de dégâts. On n'arrête pas de le rappeler, on ne le dit pas assez en France. Et je pense que dans le camp républicain, de manière large, aux États-Unis, c'est ce que l'on pense. On est plein d'admiration pour les chefs militaires et plein d'admiration pour les chefs militaires américains et israéliens. Et on est très content de cette coopération. Et je dirais que cette coopération, je pense, va continuer et à porter ses fruits. Je pense que le régime iranien ne survivra pas davantage que quelques semaines désormais. Et tous ceux qui parlent de défaite sont des gens qui pratiquent le défaitisme actif et c'est eux aussi qui seront vaincus. Eh bien, Guy Millière, merci beaucoup de nous avoir clarifié cette position du président Trump que l'on a parfois du mal à décrypter. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin en direct de Las Vegas. Merci. Je rappelle à nos auditeurs qui ne savent pas encore que vous êtes géopolitologue, écrivain, on va dire proche du mouvement néoconservateur, bien entendu. Mais en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir permis de mieux comprendre la position du président Donald Trump ici à Jérusalem. Bonne journée et bonne nuit, puisqu'il est encore 10h du soir à Las Vegas. Bonne nuit et bonne continuation. À bientôt, Guy. Merci beaucoup. Nous sommes en ligne dans quelques instants avec le docteur Eddie Cohen. Eddie, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On le voit, il s'avère que si l'armée israélienne continue de bombarder massivement, on va dire, les cibles en Iran, de manière impunément, sans recevoir la moindre opposition de la part de l'armée ou du régime iranien, du côté du nord du pays, la situation est bien plus complexe et on voit malheureusement 3 soldats israéliens qui ont été tués au cours des 3 derniers jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe, même sans rentrer dans les détails militaires, mais qui tire et comment le Hezbollah continue à parvenir à tirer en direction des forces israéliennes et même des habitants des localités du nord du pays? Écoutez, le Hezbollah, ça fait 15 mois depuis l'arrêt de cessez-le-feu et il s'est préparé pour ce moment-là. Donc, le Hezbollah, comme on a déjà dit, vous au moins, on a parlé. Oui. Je n'ai pas vu les autobus et les armes de Hezbollah. En 2 mois, il n'y a pas un désarmement. Il n'y avait pas eu un désarmement de Hezbollah. Il s'est préparé pour ce moment-là. Donc, écoutez, le gouvernement israélien, et je dis ça avec regret, fait la même chose qu'elle a fait l'année dernière. C'est-à-dire, il refrappe à nouveau là où il a déjà frappé. Oui, on fait la même chose. Le Hezbollah, les gens, ils habitent là-bas, ces terroristes. Ils connaissent le terrain, ils connaissent les routes. Ils savent mieux que nous où
comment aller, où aller. Ils nous voient, ils nous regardent, ils nous ciblent. On n'est pas dans notre territoire. Mais, mais malgré tout, il y a... La même chose qu'elle a fait l'année dernière. Mhm. Et malheureusement, on voit les soldats tués. Et malheureusement, il y aura d'autres. Et c'est ça que je dis avec beaucoup, beaucoup de regrets. Si on ne change pas la phase, on ne fait pas autre chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire autre chose? Écoutez, ça fait depuis une dizaine d'années, chaque Premier ministre, chaque ministre de Défense disait et le gouvernement libanais sera responsable, Hezbollah, il tire. Mais c'est juste des paroles. On n'a jamais vu des conséquences. Ça veut dire, par exemple, vous dites, il faut que l'armée israélienne frappe des cibles libanaises, purement libanaises, des cibles du pouvoir libanais, aujourd'hui? Oui, exactement. Mais d'un autre côté, on le voit, le pouvoir libanais, il est faible, mais il semble vouloir en découdre avec le Hezbollah. Il voudrait, si ça ne tenait qu'à lui, il chasserait le Hezbollah le plus rapidement possible. C'est pas par manque de capacité qu'il est impuissant, le gouvernement libanais. Non, je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Moi, je crois que ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas désarmer. Ils veulent que nous ferons cette chose. On a parlé la dernière fois. Ils veulent qu'Israël sacrifie ses enfants. Ils ne veulent pas, eux, sacrifier leurs enfants. Ils veulent que nous, on sacrifie nos grands-enfants et nos enfants. Le gouvernement libanais joue avec nous. Et malheureusement, chaque fois, Je suis fatigué comme un starci. on y croit. On y croit que le gouvernement... Écoutez, le gouvernement a menti. L'armée libanaise a menti. Et je vais vous dire une chose. Quand un Hezbollah est mort dans le nord d'Israël. et au sud Liban, le gouvernement libanais paye pour ses parents $20,000. Pourquoi? Oui. Parce qu'il est un martyr selon le gouvernement libanais. C'est par loi. Le gouvernement libanais, derrière nos dos, collabore avec Hezbollah. Mais ils disent aux Américains, je peux pas, je veux pas. Alors d'accord, alors on comprend. Le gouvernement libanais ne peut pas, et même si on le frappe, le gouvernement libanais, même si on frappe des cibles à Beyrouth, prenons des cibles, par exemple le gouvernement libanais, la présidence même si on frappe comme on frappe au Liban, en Iran, eh bien ça ne changera rien au problème. Le Hezbollah, il sera toujours là. L'armée libanaise ne va pas du jour au lendemain devenir puissante. Elle a toujours ses 30% de soldats chiites. Ça va pas changer grand-chose. Est-ce que finalement, c'est pas l'armée israélienne qui aujourd'hui peut-être est plus focalisée sur l'Iran et qu'elle devrait peut-être se focaliser un petit peu plus sur ce qui se passe au nord du Litanie et puis peut-être essayer de détruire plus massivement, on va dire, les positions du Hezbollah dans le nord, au nord du Litanie? Le gouvernement libanais, selon moi, ne veut pas. Il faut dire au gouvernement libanais, si vous désarmez pas Hezbollah maintenant, si on ne voit pas vos soldats au sud du Liban, qu'est-ce qu'elle fait le gouvernement libanais? Ça fait depuis 20 ans. Pourquoi le Hezbollah, il est incarcéré, il est incarné dans cette zone? Parce que l'armée libanaise, elle n'y est pas. Il faut amener des milliers d'armées libanaises au sud. Pourquoi le Hezbollah règne au sud Liban? Parce que les Libanais, ils ont négligé cette zone. Ils n'ont pas construit des hôpitaux. Hezbollah, il a construit. Il faut comprendre aussi la zone. Il faut comprendre l'histoire et la géographie de cette zone. Le gouvernement libanais n'a pas investi un sou au sud Liban. L'armée doit venir et l'État doit venir. Mais ils ne veulent pas. Mais vous imaginez... Ils ne veulent pas. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas. Ils ne veulent pas. Ouais, ils veulent pas, mais peut-être qu'ils peuvent pas aussi. C'est-à-dire, peut-être qu'ils peuvent pas. Ils n'ont pas assez de capacité, puisque on l'a déjà dit plus d'une fois. Un soldat libanais reçoit $300. Un terroriste du Hezbollah reçoit $2,000. Peut-être que là, aujourd'hui, si il arrête de recevoir de l'argent des Iraniens, peut-être que là aussi, le Hezbollah sera encore plus affaibli. Écoutez, si ce que je vous dis c'est vrai, est-ce que le gouvernement libanais peut, comment on dit, dire que Hezbollah, c'est une organisation hors de la loi? Oui. Est-ce qu'ils peuvent écrire ça? Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ils devraient le faire, oui, bien sûr.
Alors, pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas une guerre civile. Ils veulent que nous, on sacrifie. Ils ne veulent pas. Croyez-moi, on a tout fait au Liban. Juste la séparation de Hezbollah et le gouvernement, ça, on ne l'a pas fait. Il faut y faire. C'est-à-dire, il faut considérer le gouvernement libanais responsable et il faut dire au gouvernement libanais, si je vois un seul Hezbollah, je vais détruire l'aéroport, je vais détruire tous les... Mais c'est justement ça veut justement dire faire un lien entre le Hezbollah et le ça veut exactement. C'est pas séparé, c'est faire un lien entre les deux. Oui. Tout à fait. Et malheureusement, nos soldats morts, ils sont tués au Liban. Et il y aura encore d'autres, encore une dizaine. On a perdu aussi une dizaine l'année dernière, vous vous rappelez? Alors l'avenir, comment vous le voyez? Ce sera ma dernière question. Comment on se sort de ce bourbier libanais? Il faut mettre le gouvernement responsable. Et je vous rappelle aussi de cette phrase que souvent ils ont dit ça, le ministre, le gouvernement et le premier ministre. On va retourner le Liban à l'âge de pierre. 15e siècle, quelque chose pareil. On va retourner le Liban. Faites ça. Faites ça. Vous vous rappelez cette phrase, non? C'est vrai ou non? Sûr, faire revenir le Liban à l'âge de pierre, oui. Ouais, et ils n'ont fait pas ça. Écoutez, les Libanais, ils sont contents que nous... On fasse le sale travail. Après ce bal-là. Oui. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, docteur Edi Cohen, de nous avoir permis de mieux comprendre en fait, ce qui se passe au sud Liban et malheureusement dans ces circonstances. C'est un jeu entre le Hezbollah, entre le gouvernement libanais. C'est un jeu, ils jouent. Un jeu tragique malheureusement qui coûte la vie, qui a coûté la vie à 3 soldats israéliens durant les derniers jours. Merci beaucoup, docteur Edi Cohen, orientaliste, spécialiste du Liban, de nous avoir expliqué cette situation complexe. Donc dans le nord d'Israël, au sud Liban. Merci Edi, à bientôt. Merci Daniel, à bientôt. Et ce matin, les 2 grands quotidiens israéliens et les sites d'information nous rappellent que nous sommes en guerre depuis maintenant 1 mois avec le prix lourd de cette guerre. Il faut préciser justement que les journaux ont bouclé avant l'annonce de la mort du sergent Moshe Yitzhak Cohen Katz, tué au sud Liban par l'impact d'un missile du Hezbollah dans la nuit de vendredi à samedi. Mais les sites d'information mentionnent ce tragique des développements. Les 2 quotidiens, il faut le souligner, dressent un bilan de ce premier mois de guerre contre l'Iran et contre le Hezbollah dans le nord d'Israël. Le Israël Hayom titre en manchette ce matin: 1 mois de guerre, l'Iran refuse de renoncer aux missiles balistiques et à son soutien au terrorisme international. 2 objectifs de la guerre qui ne sont pas encore atteints par Israël. Par contre, le dossier du nucléaire pourrait trouver une issue dans le cadre d'un accord. Enfin, dernier point, en première page du Israël Hayom, les Houthis ont rejoint la guerre et ont tiré des missiles sur Israël et également sur le Koweït. Pour illustrer ces développements, le Israël Hayom nous montre une photo de la frappe de Tzahal contre un véhicule calciné transportant des terroristes du Hezbollah dans le sud Liban. Et puis le Israël Hayom nous montre également les photos de 2 civils, des 2 civils qui ont été tués durant le week-end. Il s'agit d'Uri Peretz qui a été tué par l'impact d'un missile à Naharia et Vichtoslav Vadiment qui était l'agent de sécurité d'un immeuble, lui-même frappé aussi par une sous-munition, mais cette fois à Tel Aviv. La une du Yediot Ahronoth est particulièrement chargée ce matin. Au milieu de cette première page, 2 mots: Chodesh la Milchama, 1 mois de guerre, et autour de ce titre, plusieurs développements qui se sont produits au cours des 24 ou 48 dernières heures. D'abord, la photo de Vichtoslav Vadiment, 52 ans, qui assurait donc la sécurité d'un immeuble qui avait déjà été touché au tout début de la guerre à Tel Aviv et qui a été frappé, lui, par les débris d'un missile à fragmentation. Et puis la photo du salon d'une famille de la localité d'Eshtaol, près de Beth Shemesh, durement endommagé, là encore, par des débris de missiles. Et puis, dans le bas de la page, 2 titres sécuritaires. Un haut responsable de l'armée de l'air israélienne affirme: les Iraniens n'ont absolument aucune idée des coups qu'ils ont reçus jusqu'à présent. Une preuve, depuis le début de la guerre, Tzahal a tiré plus de 1300 missiles uniquement sur les installations militaires iraniennes. Et enfin, dernier front, le sud Liban, où les combats se durcissent. 9 soldats et officiers ont été blessés hier, dont 2 grièvement. Et bien entendu, le journal ne mentionne pas la mort du sergent Katz à Cohen, dont nous parlions au début de cette revue de la presse.
Quant au Maariv, il a choisi de titrer sur un avertissement lancé dans la détresse par le président iranien Pezeshkian. Le Maariv cite des responsables iraniens qui affirment qu'il y a actuellement une très profonde crise au sein même du pouvoir iranien, en particulier entre le président Pezeshkian et les chefs des gardiens de la révolution. Le président iranien a mis en garde: sans un cessez-le-feu prochainement, l'économie iranienne s'effondrera d'ici un mois. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, pousse à des négociations avec les Américains, mais des éléments extrémistes au sein des gardiens de la révolution menacent de le destituer. Et justement, dans un autre titre, le Maariv nous révèle qu'Israël prépare le terrain à une démarche qui pourrait ébranler l'économie iranienne. Qu'écrivent les nombreux éditorialistes du Israël Hayom ce matin pour commenter ces développements après un mois de guerre. Sherrit Avitan Cohen écrit que même sans avoir atteint après un mois de guerre les objectifs initiaux qu'il s'était fixés comme la chute du régime, Israël a remporté de véritables succès. Désormais au Moyen-Orient, tout le monde sait qu'Israël n'est plus sur la défensive, mais que désormais il attaque et prend l'initiative. Pour Yoav Limor, si Donald Trump décide d'arrêter la guerre maintenant, la principale leçon pour les Iraniens sera que la force paye, et cette leçon, chaque président des États-Unis qui viendra après Donald Trump l'apprendra et évitera donc d'entrer en guerre dans l'avenir. Idan Avni tire les leçons de la guerre face au Hezbollah. Dans le nord, l'objectif est clair: fini les faux semblants de calme, mais il se plaint du traitement des habitants du nord du pays qui sont, selon lui, les laissés pour compte de cette guerre dans le nord d'Israël. Pour Karni Eldad, les véritables héros de cette guerre, ce sont les Israéliens, ou plutôt ce qu'elle appelle le peuple d'Israël. Ces Israéliens qui depuis un mois descendent dans les abris en pleine nuit, leurs enfants endormis dans leurs bras, et elle décrit une scène qu'elle a vécue, celle d'un rescapé de la Shoah de 95 ans, avec un numéro sur le bras, entouré d'olim d'une vingtaine d'années en train de chanter ensemble alors que les missiles frappent Tel Aviv, et cela dans un abri souterrain bien entendu. Enfin, Benny Sapti, l'expert numéro 1 du dossier iranien, cite ce matin Hannah Arendt qui avait dit qu'un régime totalitaire est incapable de percevoir sa chute même un quart d'heure avant qu'elle ne se produise. Il est fort possible, écrit-il, que c'est exactement ce que ressent le régime iranien, un régime frappé de cécité quant à sa véritable situation. Que peut-on lire comme commentaire ce matin dans le Yediot Aharonot sur ce mois de guerre? Il faut surtout lire l'analyse détaillée de l'ancien conseiller à la sécurité nationale israélien Tzachi Hanegbi qui détaille les 5 principaux succès d'Israël, mais aussi les 5 succès de l'ennemi. Alors nous n'évoquerons, nous, faute de temps, que les succès d'Israël. En premier, la destruction massive des infrastructures militaires du pouvoir iranien. En second, la destruction massive des infrastructures de la sécurité intérieure, comme celle des gardiens de la révolution et des Bassidji. Les coups très durs portés aux institutions étatiques et aux services de renseignement iraniens. Le 4e succès majeur, l'alliance entre les États-Unis et Israël qui a atteint un niveau inégalé jusqu'à présent. Et enfin, dernier succès, les systèmes de défense d'Israël qui ont garanti dans l'immense majorité des cas une enveloppe de protection pour l'ensemble de la population civile israélienne. Et puis, outre la mort du sergent à Cohen Katz annoncé ce matin, les journaux reviennent également sur les obsèques du sergent-chef Aviad Elchanan Volansky, qui est tombé jeudi au Liban. Le sergent-chef Aviad Volansky avait 21 ans, il était de Jérusalem et servait dans la brigade des blindés 401 de Tsahal. Ces obsèques se sont tenues au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem. Le père Yair Volansky est lui-même général de réserve de Tsahal et un ami du chef d'état-major, le général Eyal Zamir. Il a raconté qu'Aviad est passé directement de Gaza au Liban. Tu es allé au combat la tête haute en ayant pleinement conscience de la mission qui était la tienne, a dit son père. Lilar Chouval rappelle également que l'oncle et la tante d'Aviad avaient été tués dans un attentat en 2002 durant l'intifada sur la route de la localité d'Eli où il vivait. Et puis ce matin dans le Yediot Aharonot, le docteur Michael Milstein se penche aussi sur ce qu'il appelle la délinquance juive en Judée-Samarie. C'est effectivement un sujet récurrent au cours des derniers jours dans la presse et les médias israéliens, avec l'augmentation du nombre d'incidents de vandalisme et de violence provoqués par l'aile ultra-radicale et extrémiste des jeunes des collines. Pour le docteur Milstein, l'un des objectifs majeurs d'Israël est de maîtriser cette vague de violence juive en Judée-Samarie. Sinon, la réputation d'Israël en souffrira à travers le monde et nous risquerons alors de nous retrouver confrontés à une internationalisation du dossier de la Judée et de la Samarie. C'est la fin de cette revue de la presse. Nous sommes en ligne avec le colonel Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour.
Boker Tov et Shavua Tov, Daniel. Shavua Tov, merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité, bien entendu, après la mort au cours des 3 derniers jours de 3 soldats israéliens. Le dernier, la mort du dernier, le sergent-chef Moshe Yitzhak Katz à Cohen a été annoncé il y a à peine un peu plus d'une heure en Israël. Il s'agissait d'un Olé Hadash qui avait décidé de faire son alia et de monter en Israël et de servir dans la brigade des parachutistes. Je voudrais, bien entendu, on est tous très émus par la disparition de ces soldats. Je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre ce qui se passe au sud Liban. Est-ce qu'il s'agit de soldats qui sont tués au combat face à des terroristes du Hezbollah, c'est-à-dire dans des combats rapprochés, ou alors ils sont victimes de missiles, de roquettes? Comment ont-ils été tués, ces soldats? D'abord, je voudrais évidemment saluer la mémoire du soldat Cohen Katz, combattant des parachutistes, l'unité 890. Avec lui, comme vous savez, depuis le début des opérations, 5 soldats de Tzahal ont été tués. On a plusieurs blessés. D'ailleurs, je veux également souhaiter bon rétablissement à nos blessés également dans cette opération. La majorité d'entre eux sont touchés par des missiles et par des roquettes que tire le Hezbollah à l'intérieur du sud-Liban contre nos forces. On peut dire que une grande partie des missiles et des roquettes tirés par le Hezbollah au sud-Liban sont tirés vers nos forces, et une partie sont tirés vers le territoire israélien. Mais nous voyons une baisse relative des tirs vers l'État d'Israël, à l'intérieur je parle, et plus d'utilisation des roquettes contre nos forces. Et comme vous le savez, nos forces sont en terrain où il n'y a pas d'abri officiel. Donc il y a la protection des équipements, mais également des véhicules blindés lorsqu'il y a ou d'autres éléments sur le terrain. Mais il y a du côté du Hezbollah donc cette utilisation à la fois de roquettes, mais également de drones, donc et des combats évidemment face à face. Mais le Hezbollah essaye d'éviter les combats de face à face pour tirer de loin, pour essayer d'éviter le face à face, où dans ces cas-là, il a jamais l'avantage sur nos forces à nous. Et la question que l'on peut se poser, on parle beaucoup du déploiement de plusieurs divisions, on parle de 4 ou 5 divisions de l'armée israélienne qui se trouvent actuellement au sud Liban. Est-ce que le nombre de soldats, on parle de près de plus de 20 000 soldats au moins de l'armée israélienne qui sont sur place, est-ce que ça augmente les risques, on va dire, de ces soldats d'être touchés par des missiles ou par des roquettes? Nous avons, à l'heure où nous parlons, 3 divisions déployées au sud Liban, d'autres forces le long de la frontière israélienne pour protéger évidemment les villes et les villages le long de la frontière. Je rappelle que la frontière israélo-libanaise fait plus de 120 km de long, dans des régions parfois extrêmement escarpées, avec un terrain topographique complexe. Nous savons que le Hezbollah à chaque fois essaye de s'infiltrer ou voudrait s'infiltrer en territoire israélien, en plus des combats à l'intérieur du Sud-Liban. Nos forces aujourd'hui sont déployées au sud du fleuve Litani. Le but étant ici d'éliminer les éléments du Hezbollah, des unités d'élite Radwan et d'autres groupes reliés au Hezbollah. Nous avons, comme vous savez, lancé des demandes d'évacuation des populations du Sud-Liban pour qu'elles soient sécurisées plus au nord. Aux alentours de 700 000, 800 000 Libanais ont été évacués, également dans le sud de Beyrouth. Là, nous parlons d'actions de Tzahal au niveau aérien contre des cibles du Hezbollah, puisque le Hezbollah a véritablement, concentré une activité terroriste dans le sud de Beyrouth, dans le quartier bien connu de Darkia. Mais pour revenir à votre question sur nos forces avancent sur des plans précis, selon du renseignement tactique. Et évidemment que je voudrais vous dire que près de 850 terroristes du Hezbollah ont été éliminés depuis le début des opérations, et que nous faisons tout évidemment pour éliminer l'ennemi
et pour protéger nos forces. Est-ce que par exemple l'armée israélienne bombarde des positions du Hezbollah au nord du Litani, ou alors est-ce qu'elle est empêchée parce qu'il y a une population civile au nord du Litani ? Il est clair que nous ne voulons pas faire la guerre aux Libanais ni à l'État libanais. Donc nous procédons selon le droit international. Nous indiquons avant de frapper aux populations de s'éloigner pour être sécurisées. Le but d'Israël ici, encore une fois je répète, est de faire une guerre au Hezbollah, d'éliminer le Hezbollah au niveau militaire, en tout cas dans la partie sud. Et je ne sais pas encore le temps que toutes ces opérations prendront. Vous savez, on n'a pas de chronomètre en main ni de montre. Mais à l'heure où nous parlons, nous avançons selon des plans précis au sud du Litani et nous faisons ce que nous devons faire, encore une fois, en demandant aux populations civiles libanaises de s'éloigner pour que nous puissions avancer, toucher le Hezbollah sans qu'il y ait des populations civiles atteintes. Alors justement, je voudrais avoir votre position, la position de l'armée israélienne concernant ces informations sur lesquelles l'armée israélienne aurait éliminé on va dire, un journaliste du Hezbollah, un journaliste d'El-Manar, la chaîne du Hezbollah. Quelle est la position de l'armée israélienne à ce sujet ? Ce sont des informations qui se sont développées, se sont propagées rapidement depuis hier ? Le Hezbollah, évidemment, et ses relais parlent d'un journaliste. Nous parlons ici de Ali Hassan Shaib. Il était effectivement, officiellement, journaliste dans la chaîne Al-Manar, la chaîne du Hezbollah, qui est l'axe principal de propagande du Hezbollah. Mais Ali Hassan Shaib était un terroriste de l'unité de renseignement de l'unité Radwan, l'unité d'élite du Hezbollah. Sous couverture d'être journaliste, il était en fait celui qui indiquait depuis très longtemps les endroits, la localisation des forces de Tsahal le long de la frontière israélo-libanaise et puis également en territoire sud-libanais. Et donc son élimination a été approuvée par Tsahal, non pas en tant que journaliste, nous n'avons aucune volonté ici de toucher des journalistes, ça c'est la propagande de l'ennemi. Nous avons ici éliminé un terroriste, je dirais, important de Radwan. Mais ce que quand même je voudrais vous dire, c'est que au niveau légal, Tsahal se comporte et agit selon le droit international. Il y a deux sortes de cibles légales. Soit la cible fait partie d'une force armée ennemie qui appartient à un État, n'est-ce pas ? Soit la cible fait partie d'une organisation armée, comme le Hezbollah par exemple. Et dans ce cadre-là, dans les deux cas, ils sont ennemis et ils sont légalement ciblés et ciblables. Et ça veut dire que cette frappe hier n'est en aucun cas, encore une fois, malgré la propagande malheureusement qui provient également des autorités libanaises, est en aucun cas une frappe contre un journaliste qui était très connu au Liban pour être vraiment le phare de El-Manar, la chaîne du Hezbollah. Et hier, j'ai dû, sur pas mal de chaînes françaises, expliquer de qui il s'agissait. Mais la propagande veut en faire un journaliste et nous devons donc ici expliquer absolument clairement qui il était. Et il était effectivement un membre actif du Hezbollah. Je veux également vous dire qu'en 2024, sur son compte Twitter, il menaçait directement, personnellement, Eitan Davidi, qui est le président du conseil régional de Margaliot, montrant des armes dans sa direction. Donc, un journaliste qui menace un maire d'une ville israélienne, arme à la main sur son compte Twitter, c'est quand même pas quelqu'un de très journaliste, si vous voyez ce que je veux dire. On a bien compris. On reprend, je voudrais juste un mot, si vous me permettez. Nous revenons ici en fait au mode opératoire de ces pseudo-journalistes qui en fait sont des membres de groupes terroristes. On avait la même problématique à Gaza avec le Hamas exactement et le djihad islamique dans la bande de Gaza, où les groupes terroristes utilisent des gens qui entre guillemets parfois se cachent
sous le monde journaliste ou sous le gilet presse pour en fait, être des terroristes et de la branche armée ou du Hamas ou du djihad islamique et dans ce cas-là du Hezbollah. Une dernière question, Olivier. On marque le premier mois de cette guerre. Tsahal a rempli les objectifs qu'elle s'était fixés au bout de 4 semaines de combat, plus ou moins. Est-ce que tout cela se prolonge comme c'était prévu au début par l'armée israélienne ou... Je vais vous dire une phrase. Vous savez, certains nous disent alors, jusqu'à quand cette guerre, combien de temps elle va durer? Alors, je vais vous dire, on n'a pas de montre en main, mais on a le temps. On a le temps qu'il faut pour agir contre le Hezbollah au Liban. Vous vous rendez bien compte, Daniel, que c'est hors de question de continuer à vivre dans une frontière israélo-libanaise attaquée quotidiennement par des centaines de missiles. Et il faut mettre un terme à cette menace du Hezbollah. Et il est hors de question de laisser, comme l'Iran des Mollahs le voulait, l'Iran courir vers la bombe atomique et, avec ce régime en place, être une menace pour Israël existentielle. Tout cela fait que nous continuons à agir. Les frappes continuent. Nos alliés américains, que je salue de nouveau, avec nous, nous sommes dans une totale coordination et collaboration par rapport à des cibles précises et des cibles traitées selon un plan très, très précis. Et nous avançons selon ces mêmes objectifs. On n'a pas le temps maintenant pour rentrer dans tous les objectifs traités par l'armée de l'air israélienne et par l'armée de l'air américaine, mais il est clair qu'il y a de très importants acquis au niveau militaire dans l'Iran des Mollahs, mais il y a encore, comme on le dit en anglais, job to be done. Job to be done. Eh bien, travail encore à faire. Voilà, oui, effectivement, on l'a bien compris. Il y a encore beaucoup de choses à. Et je voudrais juste encore une fois réitérer, demander aux populations israéliennes qui sont dans une situation de guerre, qui se comportent de manière extraordinaire, fantastique dans cette guerre pour l'existence d'Israël, pour la force d'Israël, de continuer à écouter à la lettre les ordres et les directives de la défense civile lorsqu'il y a des alertes, surtout se protéger. On a vu hier encore des attaques de missiles près de Jérusalem, dans le Moshav de Eshtaol, on le voit dans d'autres endroits en Israël. S'il vous plaît, chers amis, continuez à écouter à la lettre les directives de la défense civile. Et vous souhaitez, Daniel, et à vous tous, chers auditeurs de Kalita, Pesach Kasher Chag Sameach, et que nos soldats reviennent sains et saufs et bientôt à la maison. Bien entendu, on se joint à vos souhaits. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz. On vous souhaite également un Pessah, une bonne fête de Pessah, dans la mesure du possible, bien entendu. Bonne fête de Pessah. Olivier, à bientôt. Merci d'être disponible pour répondre à nos questions chaque fois qu'on vous sollicite. Merci beaucoup. Toda, Daniel. Nous allons rester dans le nord du pays avec Alain Kaminski, qui est habitant de Metula. Alain, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je précise d'emblée, vous êtes habitant de Metula, mais vous êtes actuellement à Jérusalem parce que on peut comprendre que vous vouliez prendre un petit peu on va dire de repos par rapport à ce qui se passe dans la localité la plus au nord de l'État d'Israël, dans le doigt de la Galilée, Metula, qui a été très durement touché, on le sait, pendant la guerre depuis le 7 octobre. Et bien entendu, depuis le début donc de l'offensive israélienne, après le 28 février dernier, très vite, le Hezbollah est entré en guerre et a bombardé en particulier donc les localités du nord du pays. Je voudrais que vous nous donniez un peu un aperçu de ce qui se passe dans votre localité au cours des dernières semaines. Oui, bien, comme vous l'avez dit, le Hezbollah est intervenu très rapidement après le début de la guerre en Iran. Donc, on est sur la frontière. Ça rend la vie effectivement très très difficile puisque, comme vous le savez, le temps d'alerte missile et le moment où éventuellement le missile tombe, c'est entre 0 et quelques secondes. Donc on n'a quasiment pas de temps pour se mettre à l'abri. Ça vous donne une idée, si vous voulez, qu'il est très compliqué d'une part de bouger de chez soi, avec énormément de
familles, de personnes sur Metula qui préfèrent donc rester tout près de leur maison et de ne pas trop circuler, puisque même quand on veut circuler en voiture pour rejoindre une autre localité ou je ne sais quoi, les routes sont aussi c'est assez dangereux, c'est un petit peu un pari à chaque fois. Et donc, effectivement, là, je suis un petit peu sur Jérusalem, puisque en fait, un petit peu tout le monde a besoin de respirer. Et la localité de Metula, c'est important de le dire, organise en fait depuis un certain temps des séjours courts pour les résidents qui le souhaitent, de manière à aller, comment dirais-je, respirer un petit peu en famille ou des personnes âgées ou des gens plus jeunes. Pour pouvoir récupérer un petit peu dans les endroits d'Israël où la situation est un petit peu plus calme. Alors, je voudrais avoir votre appréciation, parce que c'est un débat aujourd'hui dans la société israélienne, dans les médias. On a reproché au gouvernement israélien au lendemain du 7 octobre d'avoir évacué très rapidement la population justement des localités du nord, en particulier celle de Metula, et je le disais tout à l'heure, Metula a été très durement touchée au début de la guerre. Et maintenant, quelque part, on reproche au gouvernement israélien de maintenir cette population et de ne pas l'évacuer. Quelle est votre position ? Alors j'aurais tendance à dire, alors c'est très personnel, hein, tout le monde ne pense pas effectivement la même chose. Maintenant, autour de moi et de ce que je pense moi-même et de ce que j'ai pu entendre, les gens n'ont pas, la plupart des gens, du moins sur la zone de conflit, n'ont pas envie de partir. Vous savez, ils ont été. Alors moi-même, je viens d'un kibboutz à quelques kilomètres. Hein. Il y a que quelques mois que j'ai emménagé sur Metula. Donc j'ai fait partie, je dirais, de ceux qui n'ont pas été évacués après le 7 octobre. Oui. Et j'ai donc vécu toute la guerre, je dirais, sur place pendant plus d'1 an. C'était effectivement compliqué, mais il faut savoir qu'à Metula, ils ont été donc évacués. C'est très très complexe de, comment dirais-je, Il n'y a pas d'avis uniforme, on va dire. Il n'y a pas un avis uniforme, mais de ce que moi j'ai pu entendre, les gens ne veulent plus partir. C'est-à-dire, c'est très compliqué de partir de chez soi quand on est obligé de le faire. Ça a duré très longtemps. Les gens donc sont prêts à rester et à endurer ce qui se passe, mais tout dépend, je dirais, des résultats obtenus. C'est-à-dire que les gens disent très bien on reste, mais cette fois-ci, s'il vous plaît, terminez cette affaire et faites en sorte que le Hezbollah ne menace plus en fait nos habitations et nos vies, et qu'on puisse vivre tranquillement en paix là où nous sommes. Parce que c'est pour ça que je vous dis c'est assez personnel. Il y a des personnes qui se disent oui, mais enfin bon, si tous les ans ou tous les 2 ans il faut recommencer la même histoire. L'intérêt, la résilience, si vous voulez, est plus compliqué à garder. Alors que si effectivement, et on l'espère cette fois-ci, c'est un vœu pieux hein, peut-être, mais au moins de quelques années, soyons pragmatiques, qu'il n'y ait plus de missiles ou de drones qui nous tombent sur la tête et qu'on puisse reprendre une vie normale. Oui, on est prêt pour le moment à endurer. À endurer et à espérer que Tsahal réussira à se débarrasser de ce qui pour nous est un véritable fléau. Une autre question également concernant la protection. Est-ce que par exemple à Metula, l'immense majorité des habitants disposent d'un abri, d'une chambre blindée ? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Alors c'est un peu, je crois que c'est un peu la situation comme dans tout l'État d'Israël, y compris sur Metula. Il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas d'abri et qui sont obligés donc soit d'aller nulle part, soit d'aller se réfugier dans les abris publics. Et comme je vous le disais, étant donné que le délai d'alerte est quasiment nul, ça rend les choses encore plus dangereuses. Comment ça se fait qu'on n'ait pas pris depuis le temps, hein, que Metula, que le nord du pays est ciblé par le Hezbollah, que l'on n'ait pas pris des dispositions pour on va dire, obliger presque les habitants à construire des chambres blindées dans chacune des habitations, de chacune des maisons ?
Alors, très honnêtement, je n'ai pas de réponse à cette question. Je peux juste vous dire que tout le monde n'a pas forcément les moyens. OK? Donc, ça, c'est donc du rôle, je pense, de l'État Oui. de faire en sorte de faire le nécessaire et pas simplement sur Metula. En général, de ce que j'ai pu voir, les personnes qui ont construit des maisons et qui n'ont pas construit de mamad ou de miklat, c'est une histoire de coûts et d'argent. Après, vous avez énormément, vous savez, où se trouve Metula, il y avait enfin, il y a encore, mais bon, un certain nombre sont partis de jeunes qui viennent dans des Iridat Diour, en français, Oui, des unités de logement. voilà, des unités de logement qui sont petites, puisqu'il y a l'université de Tel Haï qui n'est pas loin. Oui. Et donc, dans ces habitations-là, il n'y a pas d'abri. Donc, certain nombre de jeunes Sont partis, quoi. sont partis, et d'autres restent. D'autres restent et sont restés et restent encore et sont encore là-bas. Et je suis en contact avec certains. Oui. C'est la résilience de chacun dans cette histoire. Eh bien, Alain Kaminski, on vous souhaite bien entendu des journées sereines dans la mesure du possible, en particulier une fête de Pessah le plus tranquille possible. Effectivement, ça va pas être facile, mais en tout cas, on vous le souhaite au moins. C'est le souhait qu'on formule ici à Jérusalem. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et bonne chance, Be'atzlacha, pour votre retour à Metula. À bientôt. Merci beaucoup et Chag Pessah Sameach. Bugs Bunny, vous connaissez ce lapin malicieux né dans les studios Warner Bros. À la fin des années 30, vous savez, celui qui mâche tranquillement sa carotte en lançant sa réplique devenue culte. Quoi de neuf, docteur? Eh bien, figurez-vous qu'il s'est invité dans le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Oui, vous avez bien entendu. Lors d'une de ses dernières interventions vidéo, après l'élimination de hauts responsables iraniens, un détail vous a peut-être échappé. Derrière Netanyahou, sur une étagère de sa bibliothèque, un peu dans le bas, la peluche Bugs Bunny. Un jouet oublié par l'un de ses petits-enfants? Pas du tout. Il n'était là sûrement pas par hasard, car chez Netanyahou, vous le savez, rien n'est laissé au hasard. Alors pourquoi Bugs Bunny a-t-il eu le privilège de se retrouver dans son bureau? Eh bien parce que cette peluche renvoie directement au fameux dossier 1000, cette affaire dite des cadeaux pour laquelle le Premier ministre est poursuivi en justice. Et parmi les cadeaux évoqués dans cette affaire, une peluche Bugs Bunny offerte à son fils Yair lorsqu'il était enfant, un objet devenu presque symbolique jusqu'à être mentionné lors des interrogatoires. Alors, le voir réapparaître là derrière le Premier ministre en pleine séquence de guerre interroge. Rappelle-t-il aussi les demandes du président Donald Trump à son homologue israélien Yitzhak Herzog de gracier le Premier ministre? Je vous laisse répondre. En tout cas, ce n'est pas une première que Netanyahou utilise l'image, et on se souvient de Netanyahou à l'ONU, dessin de bombe à la main, traçant une ligne rouge au feutre pour alerter sur le nucléaire iranien. Ou encore de cette conférence télévisée où il dévoile des archives nucléaires dérobées par le Mossad en Iran, dossiers empilés, CD et autres, une mise en scène théâtrale devenue virale dans le monde entier. Ou encore, vous l'avez certainement vu dernièrement, cette vidéo tournée sur le toit du ministère de la Défense, alors que les dirigeants iraniens sont retranchés dans des bunkers, une posture de victoire et de maîtrise, une image très forte destinée à projeter confiance et contrôle malgré le contexte de la guerre. Alors chez Netanyahou, il est évident que l'image est un langage et parfois l'image parle plus fort que les mots. Dans cette guerre médiatique et narrative, même Bugs Bunny s'invite dans le décor et devient porteur de messages.